Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Tout comme le travail éloigne de nous l'envie, le vice et le besoin, avoir une carrière riche et accomplie nous apporte crédibilité et surtout valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de votre émission Carrière, la 121e du genre. Et pour cette édition, je vous propose en Success Story de vous emmener à la rencontre d'un jeune Camerounais dont le parcours est impressionnant et atypique. En entreprendre, nous allons aller à la rencontre d'un jeune pour qui l'entrepreneuriat n'a plus aucun secret. Et ne manquez pas, en fin d'émission, les conseils du coach dans la rubrique coaching. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de carrière déroulé par Ginette Biban. Au sommaire de votre magazine Carrière, découvrez V-Life, un complexe qui offre des services en visite technique, formation en conduite professionnelle et des espaces de bien-être et loisirs. Boris Abega, le promoteur, est dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le fabuleux destin de Saint de Dieu Chef Beba, parti des rues de Rumdeyadia à Garoua pour être entraîneur de tennis en Allemagne. Dans le coaching du mois, Francis Heret nous dit comment concilier son leadership pour atteindre ses objectifs. Boris Abega est un jeune entrepreneur. Et à l'heure où les accidents font parler d'eux au Cameroun, il a décidé de mettre sur pied le V-Live. C'est un complexe qui réunit à la fois visite technique et préparation à la conduite professionnelle. Tout de suite, je vous propose de regarder et c'est la rubrique Entreprendre. Bonsoir Carrière, bienvenue. Je suis Boris Abega, promoteur du concept V-Life. Je vais vous présenter la structure. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer par la grammaire des structures. VITEC, Centre de contrôle technique automobile, agréé par le ministère des Transports pour le contrôle des véhicules légers. Alors, nous avons un centre moderne qui en fait contrôle les véhicules par étapes. Nous avons la première étape ici, qui est l'identification des véhicules. La deuxième étape qui est la vérification des équipements, structures et carrosseries. Ensuite, nous avons la troisième étape qui vérifie la pneumatique et la pollution. Et la quatrième étape qui vérifie éclairage, visibilité et signalisation. Le contrôle technique est un contrôle des organes mécaniques d'un véhicule sans nécessité de démontage. À la fin de ce contrôle, vous obtenez un petit document qui s'appelle la vignette de visite technique automobile. Après le contrôle visuel qui est conçu des 4 étapes que je viens de citer, nous avons donc le contrôle des bancs, au niveau des bancs. Nous avons le parallélisme qui est contrôlé par le ripage. Nous avons le banc de suspension et le banc de freinage. Le banc de suspension, c'est le contrôle du système de suspension du véhicule, les amortisseurs, qui se fait essieu par essieu. Ensuite, nous avons l'étape des organes de direction et du sous-bassement. Nous avons là, par exemple, un véhicule qui est en train de se faire contrôler. Durant cette étape, le technicien que nous voyons à l'intérieur, vous voyez là, il contrôle, ça s'appelle les placageux. Il contrôle les organes de direction en dessous du véhicule. Voilà. Donc, lorsque le contrôle est effectué,
Les résultats s'affichent automatiquement au niveau du moniteur et ils ressortent directement en salle de délivrance des vignettes. À partir d'ici, nous avons M. Aoudou qui se tient souvent là, qui contrôle tout le parcours. Le contrôle visuel il est très important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce contrôle que nous pouvons recaler le véhicule déjà. Donc, lorsque le client arrive, ces 4 étapes sont des étapes qu'on peut même faire à la maison généralement. C'est-à-dire que contrôler que vos pneus sont en bon état, contrôler que vos rétroviseurs, les vitres ne sont pas cassées, que les phares et les feux donnent, que les ceintures de sécurité sont opérationnelles, ainsi de suite. Bon, la différence dans notre centre, c'est quoi? C'est que lorsque le client arrive ici, il a l'opportunité de passer les étapes avec le technicien pour être au courant de c'est quoi exactement la visite technique pour qu'il comprenne l'importance. S'il ne comprend pas l'importance de la visite technique, alors il ne viendra pas dans le centre. Bienvenue à Vicots Barbershop. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, Vicots Barbershop, qu'est-ce que c'est? Salon de coiffure pour hommes. Déjà que notre clientèle à la visite technique est constituée majoritairement des hommes, nous avons pensé que avec un barbershop à côté, pendant l'attente de la visite technique, ils pouvaient effectivement venir se faire beau, se faire des massages, des coiffures et des soins du visage. Après Vicots Barbershop, je vous présente VTech Training Center. VTech Training Center est un centre de formation agréé par le ministère de la formation professionnelle et le ministère des Transports, respectivement pour la formation des chauffeurs, des conducteurs de camions, de bus, donc de poids lourds, et pour la préparation des candidats aux examens de permis de conduire. Je vous souhaite la bienvenue à VTech Training Center. Bienvenue dans le hall d'accueil. Elle, c'est Madame Beaumont qui accueille les clients et leur présente le centre, leur présente les différentes offres que nous avons pour les formations, que ce soit des formations professionnelles ou bien ceux qui veulent juste passer le permis B ou le permis C ou le permis D ou le permis E. Comme vous pouvez le constater, nous avons une décoration particulière. Ce n'est pas que de la décoration, ce sont aussi des outils pédagogiques. Alors là, nous avons un mur qui représente un peu les pièces d'un véhicule. Nous avons des amortisseurs, le volant, le tableau de bord, des pédales, ainsi de suite, les rétroviseurs. Parce qu'il y a plein d'apprenants, vous ne le croirez pas, mais qui n'ont jamais vu un amortisseur, qui ne savent pas faire la différence entre les pédales, qui ne savent pas à quoi ressemble un moteur. Raison pour laquelle nous avons ici un bloc moteur. Nous avons une boîte aussi, effectivement, pour pouvoir faire toucher du doigt aux candidats ce dont nous parlons pendant la phase théorique des cours. Parlant de phase théorique, nous sommes en bas ici, au niveau des salles de classe, où nous administrons effectivement cette phase théorique. Et la formation à VTech Training Center se fait en 3 phases, contrairement aux autres centres où c'est en 2 phases. Nous avons la phase théorique, nous avons la phase semi-pratique et la phase pratique. Alors, après la visite des salles de classe qui représentent le cadre des cours théoriques, je vous emmène donc dans la salle de simulation qui représente, allez-y, la phase semi-pratique. Alors ici, nous avons des simulateurs de conduite. Ici, je vous présente le simulateur de poids léger. Le simulateur de poids léger, il nous sert pour la formation des chauffeurs pour particuliers, des chauffeurs d'entreprise aussi, jusqu'aux vannes, pick-up. Mais en même temps, nous l'utilisons par rapport à notre agrément d'auto-école pour les permis de conduire et permis B. Nous pouvons utiliser ces simulateurs. Cette phase dure 12 heures de temps avant de passer à la phase pratique, autant pour moi. Par ici, nous avons le simulateur de poids lourd. Alors, le simulateur de poids lourd, c'est pour les bus et camions. Ce simulateur est composé d'éléments réels des camions et des bus. Il n'y a que la partie digitale qui change en termes de tableau de bord et consort. Mais à partir d'ici, c'est-à-dire que ce volant-là, c'est un volant d'un camion réel. Le siège, c'est une cabine réelle. Vous comprenez? La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse réelle. Et c'est ici que nous apprenons les tours de main à effectuer dans un camion ou dans un bus avant de passer à la pratique. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Bienvenue dans notre espace détente, V-Lounge, qui est un concept d'ambiance à la plage. Alors nous avons créé
un espace détente, loisirs, où les gens peuvent venir à partir de 18 h, de mardi à dimanche, pour justement manger un bout, passer du bon temps et écouter de la bonne musique dans une belle ambiance, peut-être danser un peu. Donc nous sommes ouverts de 18 h à 2 h du matin. Par ici, vous allez voir que nous avons du sable. Donc, nous sommes à la plage, nous avons une grande vue avec des baies vitrées et nous avons les pieds littéralement dans le sable. Pour ceux qui sont à l'aise avec, nous avons les pieds dans le sable. Voilà. Donc c'est une ambiance inside, outside. Ou alors vous pouvez dire outside, inside, et ainsi de suite. Alors au-delà de cet espace plage et cet espace bar, nous avons une mezzanine aussi. Bien sûr, un espace un peu surélevé, beaucoup plus aéré qu'en bas. Alors cet espace est destiné à ceux qui veulent se retirer et absorber un peu plus de courant d'air. Et là, nous avons un autre salon. Pour ceux qui ne veulent pas rester dans l'ambiance de la plage, ils vont monter par ici, ils vont prendre un verre, ils vont regarder un match, ils vont se regarder les nouvelles. C'est le week-end. C'est un parcours très difficile qui a débuté en 2015 lorsque je décide de m'installer définitivement au Cameroun et je décide de me mettre à mon propre compte. J'avais décidé de me lancer, de trouver une activité, de créer une activité qui pourrait me générer assez de liquidités pour gérer tous les projets qui me passaient par la tête. C'est ça le début de mon parcours entrepreneurial. J'ai donc commencé par ouvrir la visite technique automobile. J'ai pris un agrément au ministère des Transports. Ensuite, après 3-4 ans, j'ai ouvert un barbershop, V-Cuts, et dans la même lancée, par rapport à l'activité du centre de contrôle technique automobile, nous avons eu un certain constat. Il m'est donc venu l'idée d'ouvrir un centre de formation professionnelle pour les conducteurs de poids lourds surtout, et en même temps une auto-école. Et dans l'élan de ce parcours, j'ai décidé d'ouvrir cet espace loisir, le V-Lounge, où nous nous trouvons ce soir. La main-d'œuvre qualifiée, nous avons de la peine à la trouver dans les activités que nous voulons mener. Ensuite, nous avons des difficultés comme dans les ménages, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, vous voyez. Et maintenant, sur le plan social, nous avons les habitudes des clients. Si je prends par exemple au niveau de la visite technique, il y a une difficulté d'ordre social, c'est que l'usager pense que la visite technique, c'est un impôt ou bien un document qu'il doit avoir pour échapper au contrôle de police. Or, c'est toute une éducation, c'est toute une sensibilisation. Et ça, c'est dans toutes les activités que nous menons au sein de V-Life. Si l'État nous a donné un agrément, ça veut dire que l'État nous soutient forcément. Maintenant, au niveau des banques, c'est un peu plus difficile pour les nouveaux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'historique. Et parce que nous n'avons pas d'historique, nous n'avons pas vraiment de crédibilité en tant que tel. Et ils n'ont pas ce qu'ils appellent des garanties pour s'appuyer et nous financer tel que nous le souhaitons. N'ayez pas peur de rêver. Rêvez grand, rêvez fort, rêvez haut. Vous savez, j'ai retenu une chose. Je crois qu'elle vient du docteur Martin Luther King. Il a dit, « If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But by all means, keep moving. » Ça veut dire que, quel que soit le projet que tu as dans la vie, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je t'en prie, fais toujours des efforts pour y arriver. Ne baisse jamais les bras, ne t'arrête pas de bouger, parce que tu vas y arriver. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite.
Les brasseries du Cameroun. Il a su se frayer un chemin incontestable vers la réussite. Saint de Dieu, chef Beba, un parcours atypique de Rumdeadja dans le nord, en Allemagne, où il est actuellement entraîneur de tennis. C'est la success story du mois, racontée par Lionel Messi, Arnold Dahl et Alain Kwam. Saint de Dieu doit être pris comme un exemple par les enfants. Ils doivent comprendre qu'on n'est pas grand tout de suite. Si quelqu'un cherche à être grand tout de suite, il va recommencer à la case départ. Il faut faire le chemin. Et je vois que Saint de Dieu a fait le chemin. Il a commencé par être ramasseur, ensuite renvoyeur, ensuite entraîneur. Maintenant, il entraîne en Allemagne, comme vous le savez. Et ce que je retiens de lui, c'est que chaque fois qu'il vient au Cameroun, et quand il vient, il me dit « Midjipi, Bipiroual ». Bon, je parle un peu foufoulé, mais pas beaucoup. Et que c'est parce qu'il veut nous revoir qu'il quitte l'Allemagne pour venir au Cameroun. Et chaque fois qu'il vient, il vient avec, j'allais dire, des tonnes de raquettes, j'exagère un peu. J'ai vu une soixantaine, l'autre jour, pas de 150. Et il s'en va donner à des jeunes qui n'ont rien pour leur montrer le chemin qu'il a parcouru. Et leur dire qu'ils peuvent faire exactement la même chose. Et demain, un très grand coach au niveau de l'Allemagne, ce n'est pas un petit pays comme vous le savez. Et ça là, c'est une leçon. Ça montre d'abord la détermination et la foi en son destin. Et savoir forger aussi son destin. Parce qu'effectivement, je me rappelle, quand il m'évoque certains souvenirs, quand j'étais au Nord, puisque j'ai fait 15 années de service public dans le Nord Cameroun, en Gaoundéré en particulier, l'université de Gaoundéré, c'était des jeunes qui étaient même parfois interdits de venir ramasser, puisque c'était un sport un peu huppé. Donc, le fait qu'il ait cru, qu'il ait rêvé de contribuer à la chose tennistique, et au-delà de ça, de permettre aux démunis dans le social. Et je constate chaque année, par exemple, cette fois-ci, il est venu, nous ne l'attendions pas, et il a fait un don d'une somme d'argent qui va aider les jeunes. Je pense que c'est une bonne chose. Ça montre aussi que les Camerounais peuvent être généreux. C'est pas parce que toi tu es entraîneur que tu vas venir me torturer au Cameroun, mon frère. Merci, Ahabdi. Ahabdi. Pour toi, jouer au tennis, c'est le rituel de chaque matin. Tu fais ça. Tu te réveilles avec le tennis, quoi. Oh, mais ça se voit, non? J'ai la raquette, et puis j'ai mes tennis au pied, et puis je me retrouve toujours sur le court de tennis. Ça, on croyait que quand tu es au Cameroun, tu viens te reposer. Pourtant. Je crois que c'est le tennis qui m'amène au Cameroun. Parce que le tennis m'a tout donné. Nous sommes dans le nouveau Rumdeadja. C'est un quartier plutôt bien tracé, avec ses belles avenues et surtout ce stade flambant neuf qui a été rénové pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Garoua où nous avons notre invité en success story, Saint de Dieu, chef Beba, le coach, avec qui nous allons revisiter un peu son parcours en allant dans son quartier d'enfance. Alors, Saint de Dieu, on est ici chez toi, on est à la maison. Oui. Le quartier a changé. Oui, vous voyez les rues, tout est beau là, tout ça, tout c'est nouveau et puis tout est tracé quoi. Saint de Dieu, c'est Saint de Dieu qui est né dans un quartier que vous voyez, qui a grandi, qui a vécu aussi en famille avec ses frères, ses sœurs et avec le quartier tout ensemble, qui a été éduqué par le quartier d'abord et puis qui continue encore à marcher, a été
solidaire et rester attaché dans son quartier, attaché dans sa ville, attaché dans son pays et surtout dans son continent. C'est au milieu de ces cases, dans l'un des quartiers populaires les plus connus de la ville de Garoua, où est né et a grandi Saint de Dieu Chef Béba, que ce dernier a choisi de nous promener en cette matinée pour évoquer son parcours atypique. Ici, où il a vécu une enfance particulière, l'entraîneur de tennis basé en Allemagne retrouve, le temps de la balade, ses amis et aînés qui ont marqué son histoire. Ça, c'est les grands du quartier. Hein? C'est eux qui, quand on part, c'est eux qui nous fait revenir encore. Mais quand on est jeune, comment on peut dire ça, le temps est limité, c'est-à-dire on part à l'école. De l'école, on rentre, il y a les travaux à la maison ménagère qu'il faut accomplir. Et après, si tu as le temps, si tu fais bien le travail, tes parents te demandent alors, mais tu as quand même quelques minutes pour aller jouer avec tes amis. Pourtant que les autres sont sous le coup de le terrain de foot ou autre chose. Moi, je partais plutôt à l'hôtel Benet pour ramasser les balles. Donc c'était là, moi, j'étais passionné avec le tennis, et donc j'ai ramassé les balles. En rentrant, il fallait que je passe au marché du bois pour ramasser aussi les morceaux de bois pour ramener à la maison. Il faut que la mère sache que tu as ramené quand même le bois. C'est ce qu'on appelle en foufou de coutu-coutu, dans les morceaux de bois, quand on vient les miettes. Les petits copeaux là. Oui, les copeaux, oui. Tu mets dans une assiette, tu rentres alors, ta journée est sauvée. Ça évitait de se faire chicoter. Exactement. Alors, tu étais un enfant turbulent ou tu étais plutôt calme? J'étais un enfant très réservé, mais on me disait que j'étais très timide. Mais moi, je n'étais pas timide. Quand il y a l'occasion de parler, j'ai parlé, mais j'étais trop réservé. Avec moi, je vais te dire, pour ta télé, Tu as retrouvé un de tes vieux camarades de classe? Oui, c'est pas un camarade, c'était un aîné qui nous chicotait même à l'école. Donc quand j'amenais mes goûters là, c'est lui qui arrachait. Jusqu'à présent, il reconnaît. Il t'a arraché beaucoup de goûters? Il me conditionnait d'amener 100 francs chaque jour. Et si je n'amène pas, c'était le bastonnage. C'est lui-même là. Je n'ai même pas vraiment un bon souvenir de lui. Franchement, oui. Ça fait aussi partie de ton enfance, ces brimades des aînés là qui dérangeaient là. Lui, il ne faisait pas les cadeaux. Ça, moi, c'est maintenant que j'ai trouvé que c'était vraiment une éducation qui me permet de surmonter certaines choses du racisme de l'autre côté. Au début, c'était une petite discrimination et tout. On dit que mais les aînés, les gars sont forts, mais après, on dit que non, mais c'est une formation. Pour que tu te retrouves là où tu ne connais personne. Et là, tu dois dire que bon, alors tu dois grimper, tu as ton destin entre tes mains. Tu dois faire avec. Une enfance qui commence ici, dans ce qui n'est aujourd'hui qu'un tas de ruines. C'est à cet endroit que se dressait fièrement le domicile familial des Béba. C'est dans ce drap que Saint de Dieu Chef Béba a par ailleurs gagné ses premiers sous en revendant du sable. Voici la maison familiale. Bon, on a cassé ou le maillot a emporté presque la moitié déjà. Et puis, voici encore les derniers murs qui restent. Et là, on a revendu ça à un monsieur qui s'appelle Ali. Et derrière là, on a revendu aussi à l'église. Et ici, on habitait, ici, bon, toute l'eau a emporté, tout est détruit. Le maillot, c'est ici qu'on ramassait les sables. On avait une fondation grande haute, qui était de 2 mètres de terre, donc il fallait ramasser les sables, les jeter hors du fondation, en haut, pour transporter avec une brouette pour revendre. Une brouette à 50 francs. Oui. À l'époque? Oui, à l'époque, une brouette à 50 francs. Tout ça, c'était le marché du bois. Tout ça là. C'était ici qu'on mettait le bois là pour vendre. Et la clôture là, c'était pas haute comme ça. Et le tas de bois, on mettait ici. Et comme moi, on était petit, il fallait monter sur le bois pour regarder
C'est là où tout a été commencé. Son enfance prend un virage à 360 degrés un soir de semaine. Âgé de 7 ans, alors élève à l'école catholique Relais Saint-Hubert, Saint de Dieu traverse l'hôtel Bénoué de Garoua en rentrant des cours le soir. Je suis rentré de l'école, parce que ça c'était à 2 temps. Dans l'après-midi, vers 17h, je suis rentré, je comprenais d'abord les bruits de balles. Pom, pom, pom. Je connaissais que les balles, c'est quoi? Ballon. Je regarde, je ne pouvais pas regarder autrement, il fallait monter sur le bois. Donc le camion amenait les tas de bois là, on déchargeait. Il y avait beaucoup de bois, je monte, j'écoute seulement le bruit. Et sur le cours de tennis, il y avait une bâche. Donc on ne voyait pas, on écoutait le bruit, on voyait les pieds. Les jambes qui bougeaient, c'était ça. Fasciné, il trouve un trou dans la barrière et observe jouer les expatriés et quelques Camerounais privilégiés de l'époque. Tu vois comment on guettait à l'époque, non? C'était des trucs comme ça. Il en perd même la notion du temps et ne sera ramené à la réalité que lorsque sa sœur aînée le retrouve après des heures de recherche dans le quartier. Je suis resté là jusqu'à, je ne sais même pas, tard. On me cherchait partout, l'enfant a disparu. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque. L'enfant est perdu, l'enfant est perdu. Ma grande, c'est qu'on dit que mais tu cherches ton petit frère, il est là sur le bois là. Elle vient aussi voir le projet, elle reste alors, on reste ensemble avec elle. Jusqu'à on vient nous récupérer, on dit bon alors, vous là, on vous cherche à la maison. Dès que j'ai appris que c'est le père qui me cherche alors, je suis mort. Je sais qu'il y a le baston adulte. J'ai pleuré avant même d'arriver à la maison. J'arrive à la maison, mon père était parti à ma recherche, c'était ma mère qui était à la maison. Pingelam, tu sors d'où? Il arrive, ballon du mai, tis du mai, c'est quoi? Elle demande tis, c'est quoi? J'ai dit la balle. Je ne peux même pas expliquer. Mais bon, ton père va venir ici, là où on m'a bastonné, les pieds avaient été gonflés. Même quand on t'a bastonné, ça ne t'a pas arrêté? Comme il y avait le bois ici, il fallait venir avec une assiette pour ramasser les miettes de bois. Et tu profites aussi, tu regardes, tu ramasses les balles de tennis, tu peux regarder. Il finira par être remarqué par des joueurs qui lui proposent de devenir ramasseur de balles et lui donnent 100 francs CFA en fin de soirée. Un jour où on était sur le mur, on était à 3 avec les autres. Alors les gars, on nous appelait pour ramasser. Sur lequel moi j'étais en tenue de l'école. À l'école relais, on me portait les kakis, les shorts. Les autres étaient en jumpa. Alors on dit que non, toi qui es au milieu là, viens, j'ai commencé à ramasser. C'est la première fois de toucher une balle de tennis. J'ai attrapé à la main, on me dit, moi je voulais arrêter, je voulais garder. On dit non, prends, tu jettes, ça tombe 2 fois au sol et puis la personne attrape. Je ramasse, on m'explique, je ramasse, tout content, j'étais fier. À la fin, on me donne encore une pièce de 100 francs. J'ai dit, mais... Une somme trop importante pour cet enfant du ghetto qui le cache dans un banc de sable avant de rentrer à la maison. 100 francs, c'était beaucoup. Je rentre en courant, j'ai laissé même lâcher pour ramasser le bois. Je rentre en courant pour donner l'argent à ma mère. Elle me dit, qui t'a donné? J'ai dit, non, au tennis. Il dit, quoi, toi encore, Tis? Elle dit à mon père encore, on me bastonne encore. Donc maintenant, si je viens ramasser, qu'on me donne l'argent, soit je peux enterrer le sable, l'état de sable là, je mets là-bas. Soit le matin en partant de l'école, je prends ça, ou soit je ne sais même plus où j'ai gardé. Mon problème, c'est de ramasser les balles. Devenu ramasseur, il apprend peu à peu à tenir une raquette. Face à la difficulté financière, l'ingéniosité fait son apparition. Tous les moyens sont bons pour apprendre à faire passer la balle jaune au-dessus du filet. Je me rappelle encore une fois que la raquette, on a eu une raquette en bois cassé. On avait discuté, nous tous, on était au nombre de 4 ramassés, donc chacun prenait une raquette pour garder chez lui seulement, pour jouer avec. On amenait, tu ne pouvais pas jouer avec la raquette cassée, le cadre cassé, mais nous on était très contents d'avoir ça. Je crois que 9 ans comme ça, 9 ans j'avais eu la raquette de main cassée. Et la première bonne raquette? La première bonne raquette c'était en... Ça date quand même, 94. C'était un blanc. À cet âge, j'étais un renvoyé de balles. Je pouvais taper et puis on m'a donné une raquette en bois et une en métallique. En aluminium, pardon. De fil en aiguille donc, Saint de Dieu Chef Béba se rapproche de son rêve, celui de jouer au tennis. Ramasseur, puis relanceur, il est très vite apprécié par les pratiquants de tennis de l'hôtel Bénoué et finit par obtenir quelques faveurs. Un expatrié lui offre des cours de tennis. Il y avait l'école de tennis où il y a une famille là, Nogrette,
avec qui j'ai joué avec sa femme, et puis ses enfants étaient dans l'école, alors il m'a dit que bon, pour mieux m'occuper, il m'a inscrit dans l'école de tennis, ici à l'hôtel Benjamin. Ça se jouait le mercredi et le samedi, dans l'après-midi. Et toi, tu apprenais plus vite que les autres? Oui, oui. Et bon, ramassais, jouais, ça allait vite, et j'avais cet amour, je voulais. Et il y avait un entraîneur, là, Chino, à l'époque. Il a entraîné, bon, ça c'est un blanc. Il parlait là, il avait un ton européen. On se demandait, mais notre école là, pourquoi on n'arrive pas à parler comme les blancs? J'allais dire que j'avais cette révolution, j'ai dit quand je vais grandir, même si je suis n'importe où, je ne peux jamais changer de ton. Ça m'a révolté, parce que je ne savais même pas. Quelqu'un, il parle, tu ne comprends pas, mais il doit t'insulter. Tout le monde le respectait. Il était beau, toutes les personnes venaient vers lui. Les autorités venaient lui demander des rendez-vous pour jouer avec lui. Il faisait attendre les gens. Une heure, il prend une heure, il revenait. J'étais passionné, j'ai dit, mais quel est ce travail que tout le monde part vers le commissaire, les généraux, les directeurs, mais c'est eux qui viennent vers lui. Et on lui demande encore, mais moi je vois que les gens se trouvaient de plaisir. J'ai dit, mais un jour, si je pouvais être ramasseur, mais j'ai dit, je ne rêvais pas parce que je ne pouvais pas, acheter la raquette. De deux, même si je ne pouvais pas, on ne trouvait pas. Il n'y a pas un magasin qu'on peut trouver des raquettes ici. Je ne sais pas où on produit des raquettes, je ne sais même pas. Donc, j'étais limité. Après, les coachs, quand ils ne sont pas là, ces directeurs, ces gens-là veulent jouer avec nous. Et quand ils jouent là, il est content, quelqu'un il tape avec toi. Tu sais que bon, tu n'es pas coach, mais tu joues, tu arrives à faire transpirer quelqu'un, tu arrives à le faire sourire, et il te dit, mais vraiment, tu m'as fait du bien. Il te remercie pour ce que tu l'as fait, et puis il te motive encore. Je dis, mais toi-même, tu te sens que tu es important dans la société. Quelques années plus tard, devenu entraîneur à plein temps, Son de Dieu, qui a depuis quitté la maison familiale et occupe une chambrette qu'il loue à 4000 francs CFA dans cette concession, tape à l'œil d'un officier français. À son départ du Cameroun, ce dernier fait un cadeau énorme au jeune homme. Nogrette aussi, il avait 3 enfants. Et à l'époque, il a porté mon commandant ici. Commandant, les coopérés, quand il vient, c'est 2 ans. Lui, il ne faisait pas du tennis, c'était sa femme, ses enfants. Quand il voulait partir, il m'a confié, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je te fais un bon souvenir? Moi, j'ai dit, je voulais être dans la mer. Il dit, mais la légion étrangère, il dit, non, mais là-bas, c'est risquant, on traite les gens mal et tout. Il m'a dit les réalités. Moi, je crois qu'il ne voulait pas, mais c'est à la longue que j'ai compris. Il dit, non, je voulais. Il dit que tu es encore trop jeune que je te donne une femme. Je te prends une femme, je fais ton mariage. Il dit, non, moi, qu'est-ce qu'il veut? Il m'a donné une enveloppe. Même jour, il m'avait mis 75 000 dans l'enveloppe. C'est en partant, il me dit, bon, je viens, je l'accompagne à l'aéroport à 15 h. Il m'avait laissé sa voiture, le frigo, tout ce qui est dans la maison. Je suis parti, je ne l'ai même pas trouvé au camp, il était parti, j'étais arrivé en retard. Je pars au camp, on me dit, il est déjà parti à l'aéroport, je pars à l'aéroport, il sort une petite enveloppe. Il me donne, il me dit, bon, quand je vais ouvrir, quand il serait dans l'avion. C'est un petit avion, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Je voulais qu'il parte, mais on était là, il prenait un verre là, on causait et tout. Subitement, il était dans la salle d'embarquement. Moi, je suis parti aux toilettes. J'ouvre, c'était un chèque, où il y a un chèque de 5 millions. Je dis, mais waouh. Conscient de ses limites, ce fils d'ouvrier dans le bâtiment va se donner les moyens d'atteindre son rêve, de devenir coach de tennis pleinement reconnu. Il enchaîne les stages sur le plan local, multiplie les opportunités d'apprentissage de son métier. Même s'il ne parle pas un mot d'anglais, cet autodidacte qui a arrêté l'école en classe de 6e réussit à décrocher un stage d'entraîneur aux États-Unis d'Amérique. De là, il décide d'aller retrouver la mère de sa première fille en Allemagne pour s'y installer. Ma première fille, elle est là-bas. C'est ça qui m'a amené en Allemagne. Regroupement familial. Et arrivé là-bas, les choses ont changé. Il fallait que je reste là-bas. N'arrête pas, écoute pas, toutes ces voix derrière toi, comme un éclair, avance et suis la lumière.
Nous avons quitté les rues de Rumde Adjia pour ce qui représente la vie du coach à présent, un cours de tennis. Saint de Dieu a donné rendez-vous à quelques enfants du quartier avec qui il travaille à chaque fois qu'il est au pays pour une petite séance de coaching. Occasion idoine pour évoquer sa vie en Allemagne où il est installé depuis une quinzaine d'années déjà. À Wiesbaden, où il vit avec son épouse et leurs 2 enfants, Saint de Dieu a réussi à s'intégrer dans le monde professionnel en bravant tous les obstacles liés à sa condition, en commençant par la barrière de la langue. Quand je suis parti en Allemagne, je ne pouvais pas entraîner parce qu'il fallait faire les formations, les études. On m'a mis sur le cours de tennis. Je jouais déjà, je tapais même les gens, alors je dis oui, mais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut maintenant la formation. En Allemagne, pour entraîner, il te faut juste d'abord la licence, première licence, C. Parce qu'eux, on commence par C, après B, après A. Donc, il fallait avoir la licence C. Mon premier club, c'était un club qui a existé depuis 1896. C'est FTW, ça veut dire Freiturner Wiesbaden. Wiesbaden, c'est ma ville de l'Allemagne. La ville où je me suis retrouvé, c'est là-bas que j'entraîne. Ok, fond du cou, tu es déjà prêt, non? Fond du cou. Ok, chacun a 2 minutes, ok? On y va. 2 minutes, tu envoies tous les balles sur moi. Pas de dé rebond, pas de voler, ok? C'est parti. T'arrêtes pas, écoute pas, toutes ces voix derrière toi. Écoute ton corps, oublie toutes tes peurs. Allez, bouge, bien, on revient. Allez, encore. Très bien, encore une. Mets sur le cou. Ah. Allez. Allez. Namoti. Dommage. Le week-end, je suis chargé. Mais dans les jours ouvrables comme le lundi, mardi, je suis à la maison, mais je pars toujours à partir de 15 h que j'ai toujours cours. Et en famille, j'ai mon académie, Tennis Academy, Wiesbaden, il y a beaucoup de jeux et on est au nombre de 8 entraîneurs. Donc, c'est que je suis le seul noir qui est plus sollicité parce que j'ai mon côté africain. C'est-à-dire je suis dur, c'est pas le truc que c'est moi dans l'ordinateur, mais je suis un peu dur avec les élèves et ils aiment ça. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Car l'humilité précède de la gloire. Sous 40 degrés Celsius, l'enfant de Rumde Adjia retrouve ce qu'il aime le plus au monde. Transmettre sa passion pour le tennis à des jeunes et leur permettre de rêver à un avenir meilleur grâce à une raquette et une petite balle jaune. Pour cela, Saint de Dieu, depuis 10 ans déjà, procède à des remises de dons en raquettes à l'endroit des jeunes des quartiers défavorisés de Garoua. Raquettes, paires de tennis, balles, mais aussi et surtout du matériel didactique pour que ces jeunes n'oublient pas l'importance de l'école. C'est un modèle de réussite pour nous tous qui vivons ici dans la partie septentrionale du Cameroun. Du moment où on n'a pas un exemple comme lui, un gars qui joue au tennis et qui a réussi à être entraîneur en Occident, donc c'est déjà une grande réussite pour nous. C'est un grand modèle. Un compatriote de la diaspora qui est parti d'ici au Cameroun où il jouait au tennis, et où il encadrait des jeunes et qui, bien qu'il se soit expatrié, n'a pas oublié ses jeunes frères, ses petits frères, les enfants de sa localité d'origine, Garoua, et de l'ensemble de la région du Nord, qui l'encourage à continuer à jouer au tennis à travers un certain nombre d'activités qu'il mène quand il est là, quand il est en vacances au pays, par rapport à un apport en termes d'équipement, maillots, raquettes, balles, qui leur permettent de pratiquer ce sport. Donc c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup, parce que bien qu'il soit expatrié, il ne s'est pas déconnecté de son pays. Il est resté le même, il est très simple, très humble, très sociable. Il est resté le même dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Et vraiment, c'est un monsieur à féliciter parce qu'il a de bonnes initiatives pour nous, jeunes dans la ville de Garoua et dans le septentrion en particulier. Dans notre quartier, il a fait beaucoup des œuvres caritatives, à l'instar des forages, des dons, en matériel didactique, en matériel scolaire.
même en finance, hein, il aide beaucoup. Il y a les gens qui font plus que ça, hein, qui ne parlent même pas, comme on dit toujours, force tranquille. Il y a les gestes immenses qu'on ne peut même pas expliquer. Je ne suis pas le premier ni le dernier, mais il y en a beaucoup qui font dans le quartier. Et ce forage, on dit que c'est bon, c'est saint de Dieu, mais derrière ça, il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Physiquement, de loin ou de proche, sur le chantier. Il y avait tout le monde qui a parlé, donc tout le quartier, quoi. Et c'est le quartier même qui entretient. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. On a les génies partout, en Afrique. Imaginez-vous les gars sans cadre, sans entraîneur, ils ont des niveaux. C'est les gars que je ne peux pas les gagner. Imaginez si on met les matériels, les dispositions, on met tout, on les encadre. C'est que vraiment, à Roland Garros, on va parler des Noirs. Hein. Allez, bien. Allez, est-ce que tu n'es pas souvent victime de racisme? Comment tu fais pour surmonter le fait que tu sois le seul Noir dans un club de tennis? Je suis né dans un quartier, comment on appelle quoi, le ghetto. Il y a la discrimination qui n'a pas de nom, ça dépasse même le racisme. La personne avec qui vous avez le même père, peut-être même ethnie, même culture, même président, même pays, même quartier, mais on te déclasse. Ça veut dire que même là où il y a des racistes, tu peux t'en sortir. Il y a quelques années, tu as lancé... Bien, on gagne le point. Tu as lancé l'initiative Tennis pour tous. Ouais. Avec des raquettes que tu rapportes. Allez. Chaque jour, chaque année, pour les jeunes ici au Cameroun. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Ma motivation, c'est les jeunes là. C'est les parents, c'est vous, les journalistes, c'est tout le monde. C'est ça ma motivation. Là, ici, je paye mon transport, je paye mon déplacement, je paye tout. Mais en Allemagne, on me paye pour ça, mais j'ai plus de plaisir ici. J'ai plus de plaisir. C'est comme, donnez-moi une balle là. Donc, je suis comme une balle là qu'on envoie. Ça veut dire, n'importe où tu lances, ça descend. Donc, c'est à la base, c'est ça mon départ et je reviendrai ici. Et je suis toujours ici. Tous les dons que tu apportes, cette fois-ci par exemple, tu es venu avec plus de 160 raquettes à offrir aux jeunes. Ça provient d'où? On a envie de se demander, Saint de Dieu, il est milliardaire ou quoi? Non, non, je collecte. Parmi les raquettes, il y a les vieilles raquettes, il y a les raquettes neuves, c'est les élèves qui me donnent. Il y a d'autres, je préfère donner le cours de tennis. Au lieu qu'on me donne mes 50 €, je préfère qu'on me donne une raquette et puis ça aide les gars. Aujourd'hui, en près de 5 ans, tu en es à combien de raquettes distribuées au Cameroun? S'il fallait regarder un peu combien tu as déjà distribué? Comme les étoiles. Comme les étoiles? Ouais. Tu ne comptes pas? Ouais. Pourquoi tu ne comptes pas? Certains comptent ce qu'ils donnent. Pourquoi pas toi? Je crois que je n'ai pas assez donné. Mais quand j'aurai donné assez, je vais commencer à compter. Ceux qui disent de toi que tu es un modèle, pour eux, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je ne suis pas un modèle. Quelles sont les leçons qu'ils peuvent tirer pour s'inspirer de toi? Je dirais que je ne suis pas un modèle parce que je vis en Allemagne. J'ai ma famille là-bas. Ma femme, c'est ma moitié, elle est allemande. Les modèles, c'est les gens qui sont ici sur place. Je prends les modèles sous mes frères, on ne peut pas tous les citer, les footballeurs, qui partent, qui reviennent, qui construisent les familles ici, qui font tout ici. C'est ça les modèles. Mais moi, je viens juste pour quelques semaines, je ne suis pas un modèle. Tu es un modèle de réussite pour eux parce que tu es parti de zéro pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Ils veulent s'inspirer de ton parcours. Quand je veux voir une de ces enfants-là qui vont sortir des autres, c'est là que je vais dire, ah oui, mais ça, il y a un modèle. Le modèle, c'est quelqu'un qui laisse quelques traces remarquables. Remarquable ou non, les actes posés par Saint de Dieu Chef Béba ont largement contribué à faire de cet enfant de Rumde Adja une icône aux yeux de ses frères dans la ville de Garoua. Un exemple d'abnégation, d'humilité, de générosité et de travail. Loin des clichés classiques, loin des circuits ordinaires, il a su se frayer un petit chemin vers la réussite en traçant son histoire. Pour
Pour achever notre balade avec notre invité en Success Story, Saint de Dieu, Chef Béba, avec qui on vient de refaire le parcours de sa vie, on est venu à un endroit spécial, Saint de Dieu. Ici, c'est un terrain que la communauté urbaine de Garoua t'a offert. Exact. Pour une action dans la continuité de ce que tu fais. Ici, c'est une académie qui va naître. Parle-nous un peu de ce projet. Oui, c'est un projet que l'idée est là. Et j'ai vu la ville de Garoua, ils m'ont donné leur contribution et c'est énorme. Ils se sont dit, bon, c'est pour l'œuvre sociale sur le terrain. Et alors, tous ensemble, nous allons faire une petite truc qui va regrouper les jeunes. Et c'est bien placé parce que là, il y a l'école maternelle, il y a le lycée technique, c'est dans ce cas, c'est Rumde Adia. Quand on parle de Rumde Adia, c'est tout. Ici, tu comptes construire combien de cours de tennis pour les jeunes? Pour un début, 2 cours, parce que ça serait un peu de tout. Tennis, hand, basket, complexe sport, où n'importe qui peut trouver son compte. Parce que pour quelqu'un qui aime le basket ou le hand, tu l'amènes ici, il voit que le tennis, non. Donc ça serait la gym, un peu de tout, quoi. Saint de Dieu, on est à la fin de cet entretien, à la fin de cette balade avec toi. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes Camerounais aujourd'hui, qui rêvent de réussir, qui rêvent de s'en sortir dans la vie, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce n'est que le travail. S'organiser, l'éducation, bosser. Je suis sûr qu'il y aura le résultat à la fin. On aurait bien aimé terminer sur un cours de tennis comme on a commencé, mais on est sur un futur cours de tennis. On va entrer sur ce terrain en te disant merci. Merci de nous avoir permis d'entrer dans ton intimité. Merci d'avoir fait découvrir ton univers à nos téléspectateurs. On te souhaite bon vent. Merci. Merci pour vous. Merci pour ce grand travail que c'est vous les acteurs. Et je crois que les parents, les élèves, la vie, le gouvernement donnent un coup de pouce. Mais je crois que c'est un travail d'équipe, nous tous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Nous voici rendus à la rubrique coaching. Et pour ce soir, le coach Francis Héret répond à la question de savoir comment consolider son leadership pour atteindre ses objectifs en entreprise. Regardons.
C'était un plaisir vraiment d'être là. Surtout, comme je l'ai dit pendant mon intervention, de se rappeler que la vente se passe partout. Ce n'est pas seulement dans les entreprises commerciales, mais on est un vendeur, on est tous les jours vendeur, en famille, entre amis, dans notre environnement professionnel. Et donc, c'était très enrichissant. On a appris de nombreuses techniques qu'on a vraiment hâte d'aller mettre en pratique. Vendre et être efficace, voilà tout un art de la bataille économique au quotidien. Mais alors, comment gagner le combat au point de vente? Ce thème de réflexion a rassemblé le vendredi 5 mai 2022 à l'hôtel La Falaise de Douala au Cameroun, acteurs et amoureux de la vente. Pour cette 5e édition de la Communion des vendeurs, qui est un moment de partage, le promoteur Richard Saïdieu, directeur général de Projection Company, a souhaité mettre la barre haute avec comme orateur Serge Constant Ebene, l'un des pionniers dans le secteur de la vente au Cameroun, par ailleurs CEO de Proximity SA, entreprise bien implantée dans le secteur de la communication et du marketing au Cameroun et en Afrique francophone. Nous allons traiter du combat dans le point de vente. Le combat dans le point de vente, il fallait qu'on dissocie bien les moyens de lutte à l'objectif de lutte. La guerre des prix, la guerre des promos, ce n'est pas le combat des prix, c'est un combat pour prendre le cœur, le cerveau, le cœur et la poche. Donc il fallait qu'on soit clair sur quel combat et il fallait venir avec quelques tactiques. Dans son propos introductif, Constant Ebene tient tout d'abord à rappeler ce qu'on entend par point de vente, qui est un lieu de rencontre entre un acheteur et un vendeur, un lieu de combat où chacun veut tirer son épingle du jeu. C'est aussi un lieu de convergence de stratégie. Il ne faut pas croire que la vente ne se limite qu'à celui qui est sur le terrain, mais depuis le directeur général jusqu'à la dernière personne, nous devons avoir tous une orientation vente et questionner la vente. Et cette culture veut dire quoi? Sans qu'il y ait des contrôles, sans qu'il y ait des pressions, que le mécanisme se poursuive aisément. Souvent, dans notre contexte actuel, plusieurs vendeurs peuvent subir stress, mépris et autres désagréments. Pourtant, la vente n'est pas une punition. Alors, que faire? Pour certaines structures, il faut travailler intensément pour libérer le potentiel du vendeur, acteur de pointe de la structure. La promotion d'une activité n'est donc pas un domaine réservé uniquement aux vendeurs, mais à chaque maillon de la structure. Une vente doit être accompagnée d'un système d'information bien maîtrisé de l'entreprise. Et quand on parle de point de vente, ce n'est pas le point où on vend des choses, tout ça, c'est l'entreprise en elle-même. Et tout le monde est vendeur. Pour moi particulièrement, je retiens un mot clé pour ce jour, c'est le développement. Développement des compétences sur le plan individuel, développement de nos marchés. Et ce thème vient à point nommé parce que le Seul Influent Programme ou bien Projection Company a des instruments et des outils qui donnent la possibilité aux entreprises de développer les hommes qui vont développer eux leur marché et aux organisations de développer leur marché. Donc au jour d'aujourd'hui, il fallait commencer par apprendre à gagner le combat sur le point de vente avant d'aller conquérir d'autres marchés, avant d'aller conquérir d'autres marchés dans d'autres pays. C'est ici que s'achève cette autre édition de votre émission Carrière. Je suis très heureuse d'avoir passé ces moments en votre compagnie. On se donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition. D'ici à ce qu'on y arrive, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.